il a un peu l'air de se foutre du concept. Là. C'est pas difficile, quand tu le regardes jouer, là, c'est pas difficile de comprendre pourquoi il était tanné d'y voir la face à Columbus. Là. Moi, là où je rejoins Marc-Antoine à 100%, c'est que si Dak n'est pas centre du deuxième trio, ça ne veut pas dire qu'il faut l'enduire de goudron et des plumes puis de le sortir de la ville. Là, au contraire, il a déjà démontré qu'à l'aile... Non, mais tu sais, à l'aile, avec Suzuki et Caulfield, par exemple, où était Suzuki et Slav, en tout cas, il y a 2 ans... Avec Suzuki et Caulfield. Puis il a joué un petit peu avec Slavkovski aussi dans cette année-là, mais il était tout à fait efficace. Là. Puis il s'était relancé, puis il participait de l'excellence de ce trio-là, en tout cas des bons moments de ce trio. Alors ça, j'ai pas de problème avec ça. La vie n'est pas finie. Moi, je pense que la réponse, elle est... Le CH se donne encore un peu de temps, mais je pense que c'est assez clair. Je pense que Kirby Dach ne peut pas être le deuxième centre de cette équipe-là. Il est rendu à 24 ans. Oui, il a démontré de très bons flashs, plus que des flashs, même de très bonnes séquences où on sait qu'il peut être très performant offensivement, mais défensivement. Au niveau de la capacité à absorber des responsabilités en défensive, là, c'est pas... ça n'a jamais été brillant. Il peine aux mises au jeu. C'est quoi, encore 39% cette saison, 38% il y a 2 ans. Il n'a pratiquement jamais été au-dessus de 40%. Ça demeure une facette importante. Il fait beaucoup d'erreurs de couverture. On l'a vu sur le but d'Alex Killorn. C'est pas un gars qui a le jeu défensif dans le sang. C'est pas non plus... Il a été très, très bon en transition il y a 2 ans. On le voyait patiner avec la rondelle. La sortir de sa zone, puis la transporter jusqu'en zone adverse. Il le faisait très bien. On le voit moins un peu cette année. Donc, il y a cet aspect-là de transition qu'on sait qu'il existe dans son jeu, qui devrait être assez propre aux joueurs de centre, mais c'est pas un grand distributeur de rondelles non plus. Pour glisser un mot sur Laine, lui a besoin d'être alimenté constamment. Là, c'est pas lui qui va faire le boulot... le sale boulot. Le boulot. Dans certains cas, c'est le boulot point. Et moi, je trouve pas que Dak est un joueur de centre, tout simplement. Puis là, il est rendu assez vieux. Il y a eu quand même, combien de matchs de jouer dans la Ligue nationale? On parle de... Il approche les 300 matchs là, dans la LNH. Je commence à avoir une bonne idée de ce qu'est le joueur à ce moment-là. Ah oui. On dit souvent que l'apogée, c'est autour de 25-26, mais il entre dans ces années-là. Alors, et même dans la période de grâce du CH, où Dak a produit, à un certain point, il y avait 6 buts en 9 matchs. Donc, sa production était là. Celle du deuxième trio aussi. Lui a été... eu un break-even. Même pas, un différentiel de -3. Ah non. Dans la séquence du Canadien, là, il est le seul où je pense que Pezzetta est à -1. Il n'y a personne d'autre qui est dans le négatif. Là. Même Laine est à +2. Là. Et Kirby Dach est le seul, et c'est le pire différentiel de l'équipe. Alors là, il est à -20 quelques cette saison. Là, il fait froid. Mais même dans cette séquence-là, ça n'a pas été réjouissant, ça n'a pas été joyeux. C'est le pire différentiel de la Ligue. C'est le pire de la Ligue. Il est à égalité avec Philippe Kourachev des Blackhawks de Chicago. Bon. Ils sont tous les deux à -27. -27. Et puis, dans cette passe-là de 17 matchs, le Canadien était la meilleure équipe de la Ligue nationale. Dak était -3. Tu sais, je pense qu'on a quand même vraiment un bon... Plus qu'un début de réponse. Là. On a le sujet amené, posé, puis il est en train de se diviser. Là. La thèse est presque complète, selon moi. Puis pour ce qui est de Laine... à 5 contre 5, c'est une catastrophe. On s'y attendait un peu. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il m'apparaît se surestimer souvent, mais ça, c'est peut-être parce qu'il se sait capable de plus, puis là, il n'y a pas encore toute son aisance habituelle. Quoique lui a un peu tassé ça du revers de la main en disant « Non, ça fait 2 mois que je suis revenu, je me sens bien. » Mais c'est ça, il s'en permet... Il se permet beaucoup plus que ses capacités. Lui, exact, il joue au-dessus de ses moyens. C'est pas une si bonne manière de rondelle. Honnêtement, non. Il a un peu l'air de se foutre du concept. Là. C'est pas difficile, quand tu le regardes jouer, là, c'est pas difficile de comprendre pourquoi il était tanné d'y voir la face à Columbus. Là. J'en parlais avec Martin l'autre fois, puis j'étais ça a toujours revirement niaiseux en entrée de zone. Il essaie de passer entre 2-3 gars. Voyons, il n'y a pas d'option, il n'y a pas de jeu. Simplifie-toi la vie, mets ça dans le fond, envoie Newhook travailler un peu. On l'a vu faire ça un peu. Un petit peu, mais... Puis d'être robuste. Je suis pas certain qu'il... C'était un essai de Kent Hughes. C'était bien pensé. C'était une bonne transaction. Il y avait plein de jeunes défenseurs interchangeables. De toute façon, mais il y a eu un choix de deuxième ronde. Il obtient un choix de deuxième tour en même temps parce que les Blue Jackets sont payés pour s'en débarrasser, de son salaire surtout. Fait que c'est correct, là. C'était une manœuvre intelligente.
je pense que ça... En tout cas, il nous reste du temps, là, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. J'ai l'impression que... En tout cas, si le Canadien veut rentabiliser son salaire et cette transaction-là, il va falloir qu'il trouve des solutions en avantage numérique. Moi, je suis un peu surpris de voir que le Canadien est retombé dans son marasme sur l'attaque à 5. Parce que non seulement Laine est une gâchette de tout premier ordre, mais si tu as Cole Caulfield sur la même unité, ça devrait, en principe, à partir du moment où on triche beaucoup pour essayer de neutraliser Laine, tu es en situation quand même de 4 contre 3. Tu devrais pouvoir en profiter, mais on dirait que le Canadien cherche encore des solutions pour pouvoir développer d'autres menaces. Puis je m'attendais pas à ce que ça pose problème. Moi, je croyais que le Canadien était parti pour la gloire avec son avantage numérique. Alors ça, c'est décevant. Il y a peut-être des solutions qui vont être trouvées d'ici la fin de la saison. Mais, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre Patrick Laine et Alex Kovalev au niveau du style de jeu où on ralentit. La nonchalance. Le fait aussi que, avec le temps, les amateurs ont beaucoup aimé Alex Kovalev à cause qu'il était flamboyant puis il y avait des manœuvres extraordinaires. Mais il y a comme pour chez bien des gens, on a comme oublié le fait que 4 matchs sur 5, tu l'attendais. Puis c'était juste au 5e match qu'il était là. Laine, je trouve que des fois, d'un soir à l'autre, il y a ce même manque de constance-là. Les circonstances de leur arrivée respective à Montréal sont assez semblables parce que ça n'avait pas coûté cher aux Canadiens pour aller chercher un joueur dont l'équipe précédente est un peu tannée. Ils n'arrivent pas vraiment au même point de leur carrière parce que Laine est un petit peu plus jeune, tandis que Kovalev est arrivé à Montréal, il avait déjà 30 ans. Mais ça m'apparaît un genre de pari qui est semblable. Ça avait très bien tourné pour Kovalev à Montréal. Il a été élu là, sur l'équipe du quart de siècle. Je pense on n'en a pas parlé de ça. Je pense pas qu'on va je pense pas que Laine va justifier ce type d'honneur-là. Mais écoute, il va être là l'année prochaine. Ils vont lui trouver une place sur le top 9. Mais je trouve que c'est ça. À un moment donné, sa réputation le rattrape un petit peu. Puis je trouvais ça intéressant que le Canadien prenne une chance avec lui parce que il se disait, j'ai retrouvé l'amour du jeu. Puis tu dis, mais si c'est un nouveau départ, mais c'est les circonstances pour aller faire son acquisition étaient parfaites. Puis c'était une acquisition à coup nul. Maintenant, est-ce que on va être déçu si c'est pas un succès retentissant? Peut-être que ça va finir juste... Ça sera pas grave. À zéro. Sans acquisition à coup nul, puis à bénéfice peut-être nul. Mais dépendant du choix de deuxième tour aussi. Fait que c'était les deux, on prêchait pour ce pari-là l'année dernière. Puis ne renie pas ça du tout. Là. Pas du tout. Non. Ça marche pas parce que la prémisse de départ, c'était si ça marche pas, c'est pas grave. Pas grave. Fait qu'on en est encore. Et cela dit, moi, je serai constant dans ma candeur. Je pense qu'il y a encore du temps pour que toutes ces... comment dire, ce dont on parlait là se réalise, là, que cet amour du jeu et que ci et ça. Mais c'est vrai que, un peu comme Kovalev, Kovalev aussi, on sentait qu'il était un peu à part. Pas nécessairement au sens propre, là, je veux dire, à part du groupe, mais c'est ça. Il est un peu pas comme les autres. Un électron libre. C'est ça. Il se fait un peu libre penseur. Voilà. C'est ça. Et ça... Des fois... J'ai toujours trouvé que libre penseur, ce qui devrait être une qualité, c'est toujours utilisé de façon péjorative. Lui, c'est un libre penseur. Une espèce de tâche qui écœure tout le monde. C'est comme les gens dont la chanson préférée, c'est My Way de Frank Sinatra. Tu dis, ça devrait être une chanson qui célèbre, mais souvent, c'est quelqu'un qui a dérangé, qui a dérangé tout le monde en faisant les choses à sa tête.